Ce film est avant tout un hommage aux paysans et nomades du Sahel qui luttèrent quotidiennement contre la sécheresse, contre la famine et contre le sous-équipement. Nous remercions le professeur René Dumont, l'un des plus grands experts mondiaux en agronomie tropicale, d'avoir bien voulu apporter sa sympathique collaboration. On se heurte à un certain nombre de problèmes, on rencontre les vrais problèmes du sous-développement. De l'Atlantique jusqu'au Tchad, la bande sahélienne fait transition entre la zone désertique du Sahara et la zone soudanienne. Agadez, situé à la limite sud du Sahara, est un très vieux centre caravanier. Grâce à son marché, c'est le point de jonction entre les Touaregs de race blanche, restés nomades pour la plupart, et les Aoussa de race noire, qui détiennent le petit commerce. Malheureusement, depuis 2015, les touristes ne viennent plus à Agadez, car cette zone est jugée trop dangereuse. Enveloppés dans leurs vêtements teints à l'indigo, les Touaregs se protègent les yeux et les voies respiratoires avec un litam. C'est une sorte de turban qui couvre le visage, afin, disent-ils, de ne pas avaler les forces du démon. Vivant de l'élevage, les Touaregs étaient heureux, mais avec la grande sécheresse, certains ont perdu jusqu'à 97% de leur bétail. Ayant presque tout perdu, beaucoup de Touaregs sont devenus des sédentaires dans ces camps de réfugiés. Ils sont venus chercher le taïmakou, cette aide alimentaire qui leur a permis de survivre. En 2007, les Touaregs se rebellent et demandent une meilleure répartition des richesses. L'équilibre naturel est très précaire. La pluviométrie moyenne varie entre 75 mm et 150 mm par an, ce qui est très faible. Alors on peut se demander, René Dumont,
si la vie est encore possible dans cette région. Ce désert d'aujourd'hui n'a pas toujours été un désert. Il y a 100 000 ans, à la fin du Quaternaire, il y avait une forêt, mais les chasseurs ayant mis le feu ont commencé par diminuer les capacités de rétention en eau du sol, puis sont venus les agriculteurs qui ont cultivé le Sahara il y a environ 8 ou 9 000 ans, mais peu à peu, cette culture a provoqué une érosion de la surface du sol. Pour lutter contre la désertification, l'avancée du désert vers le sud, on est en train d'aménager des barrages arrêtant l'eau qui tombe à chaque pluie pour alimenter les racines des arbres que nous voyons reprendre la première pluie. On a demandé actuellement à tous les Touaregs de participer à ces travaux. Vous voyez qu'au bord de ces rivières temporaires, de l'eau s'est infiltrée et immédiatement la végétation devient beaucoup plus dense et il y a même sous ce climat très aride, 150 mm de pluie année moyenne, il y a encore au bord des rivières temporaires une possibilité de redonner la vie et c'est là le but de ces barrages. Malgré les dures conditions climatiques, et même sédentarisé dans un oasis, le Touareg reste attaché aux valeurs de liberté et d'indépendance qui caractérisent ce peuple. Chaque jour, sous un soleil de plomb et par le vent sec venant du Sahara, il puisera pendant de longues heures l'eau nécessaire aux cultures. En 1973, il n'est tombé que 75 mm d'eau. Pour entretenir son bœuf, indispensable à l'irrigation, le paysan a été obligé de vendre la moitié de sa récolte. Certains aménagements de terrain, expérimentés en 1972 dans cette région d'Agadez, ont permis d'éviter la fuite des Touaregs vers les camps de réfugiés. Étonnés par les résultats obtenus, les Touaregs s'engagèrent alors dans la construction d'une digue d'épandage, afin de dévier l'eau des pluies qui s'engouffraient dans les canyons
sans utilité aucune pour la végétation. L'ouvrage définitif, Badaji, d'une longueur de 250 mètres, a coûté environ 1200 €. 31 personnes y ont travaillé pendant 2 mois et demi, chacune d'entre elles recevant une allocation journalière correspondant au SMIC nigérien. La phase expérimentale est maintenant terminée et les responsables envisagent de généraliser ce type d'action. Il est vrai que les résultats sont extrêmement positifs. D'une part, l'avancée du désert est ralentie. D'autre part, l'homme s'aperçoit qu'il doit respecter la nature pour sauvegarder la vie dans cette zone subdésertique. En plein désert, Chirozérine est devenu un véritable centre expérimental. René Dumont, pouvez-vous nous expliquer ce surprenant processus de reboisement? Alors, il s'agit aussi de reboiser. Là, on a choisi un système mis au point par les Touaregs eux-mêmes qui sont aperçus que dans les crottes de chèvre, il y avait des graines de ces arbustes ou des petites pousses capables de reprendre. Alors, on creuse des cuvettes que la première pluie remplira. On y met des crottes de chèvre dans le fond de ces cuvettes et on décortique là les crottes de chèvre dures de façon à faciliter la sortie. Mais ces jeunes pousses qui vont sortir seront tout de suite très fragiles et il suffirait que les chèvres viennent les attaquer pour les faire périr immédiatement. C'est pourquoi immédiatement ces jeunes pousses sont protégées de la dent des chèvres par ces espèces de cônes de branches d'arbres. Il s'agit en somme d'arrêter la marche inexorable pour certains du désert, qui est en somme le résultat d'une mauvaise gestion par les hommes qui ont surchargé le bétail. Les premiers vétérinaires qui ont soigné les bêtes se sont plus préoccupés d'augmenter le nombre de bétail et de lutter contre les maladies que de améliorer la nourriture du bétail. Alors on a provoqué un déséquilibre qui est devenu dramatique aux années de grande sécheresse comme 1972. À 25 km à l'ouest d'Agadez, cette zone de Kerboubou était une forêt d'épineux. Aujourd'hui, il ne reste que quelques arbustes. Aussi, les Touaregs ont-ils entrepris de construire des banquettes en 2001 pour retenir les eaux de pluie. Ces travaux effectués par 55 degrés au soleil montrent la volonté des Touaregs de survivre aux périodes de grande sécheresse. Dans les régions du Nord, à Chirozérine et ici à Kerboubou, toute graminée semblait avoir disparu. Pourtant, dès la première pluie, l'herbe a poussé dans la zone aménagée, tandis qu'ailleurs, il a fallu attendre la 3e ou la 4e pluie pour voir apparaître les premiers pâturages. René Dumont, qu'en pensez-vous? Il faudra de nouveau retrouver un équilibre entre les hommes, les animaux, les fourrages. Je pense que le Sahel a été l'action d'un déséquilibre. Ces hommes ont eu besoin de trop de bétail qui a surpâturé la végétation annuelle et la végétation arbustive en favorisant l'avancée du désert. Il faudra envisager que ne reviennent dans ce Sahel que des quantités moindres d'hommes et des quantités moindres
de bétail si l'on veut retrouver un équilibre. Dès que les pâturages réapparaissent, les animaux réfugiés près des puits pendant la saison sèche sont regroupés et l'élevage expansif recommence. Souvent, les chèvres, qui résistent mieux aux dures conditions climatiques, sont la seule richesse des nomades. Mais par ailleurs, elles sont aussi les agents dévastateurs de la végétation. René Dumont, qu'en pensez-vous? Il ne s'agit pas de condamner la chèvre. La chèvre est le meilleur utilisateur de ces ressources rares fourragères pour la transformer en lait et en viande. Mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est retrouver à nouveau un surpâturage de ces jeunes graminées qui viennent de pousser, qui aboutirait de nouveau à la destruction de toute végétation. Voici les bovins. Et les bovins étaient évidemment la grande ressource de ces Aoussas, de ces peuls. Mais une ressource qui n'était pas exploitée d'une façon rationnelle. Les Touaregs, les Aoussas, étaient fiers de leur nombre d'animaux plus que de leur production. Et ils gardaient les animaux trop vieux. De sorte que quand il y avait insuffisance de fourrage, comme dans les années de sécheresse, trop d'animaux n'arrivait plus à survivre, et ce fut la grande mortalité de 72 et surtout de 1973. Pour éviter que ce déséquilibre recommence, que cette mortalité reprenne, il faut envisager de transformer le Sahel, le pays de la limite du désert, en pays naisseur d'animaux et non plus en pays qui entretiennent constamment les animaux. C'est une bonne idée, René Dumont. Mais compte tenu des faibles moyens dont disposent les pays du Sahel, ce jeune berger doit bien se demander comment on peut véritablement concrétiser votre proposition. On y aurait un noyau de génisses et de jeunes vaches, qu'on ne garderait pas trop âgés, et les jeunes animaux maigres seraient retirés du pays, conduits vers le sud, et vers le sud où il n'y a plus de pâturage, on s'occuperait de les engraisser, alors que jusqu'à présent, on les garde dans le pays, et il faut attendre 7 à 8 ans pour qu'ils soient vendables. Voici l'eau qui est tombée. Et l'eau qui est tombée a transformé ces oueds qui étaient à sec en torrents impétueux qui sont en train d'arracher la végétation, d'arracher la terre, d'arracher les arbres et de tout ravager si on ne sait pas les corriger, si on ne sait pas les utiliser. Eh bien, c'est cette énorme masse d'eau que les barrages doivent obliger à épandre. On réalise des systèmes d'épandage de crues latéralement, à droite, à gauche, de façon à ce que l'eau recouvre le maximum de surface, que l'eau s'infiltre dans le sous-sol. Il faut retenir l'eau sur place, et quand on en dispose de quantités importantes, on fait des aménagements plus importants comme ici, entre les deux murs de béton, prend naissance un canal d'irrigation, un véritable ouvrage, qui va alimenter des rizières. Mais il ne faut pas oublier que ces travaux d'irrigation sont extrêmement coûteux. Il était plus important d'améliorer l'épandage de crues et d'améliorer les cultures faites sous régime pluvial que de consacrer toutes les ressources du pays à ces travaux hydrauliques dont sont très fiers, d'une part, le Fonds européen de développement qu'il finance et d'autre part, la grande société d'entreprise de dragage qui fait des gros bénéfices sur la construction de tels ouvrages. Vous avez raison, René Dumont. La manière dont est réalisé cet ouvrage est bien discutable, car dans ce cas, les Africains ne se sentent pas du tout mobilisés au développement de leur pays. Ce type de grands travaux, sans doute indispensables, mais réalisés avec des moyens mécaniques importants, ne représente pas la seule solution à tous les problèmes d'aménagement hydraulique.
il faudrait également réaliser, avec l'aide de la population, des barrages plus petits, permettant de pratiquer les cultures pluviales. Bien évidemment, il faut maîtriser l'eau, qui creuse les oueds temporaires car elle est sans aucune utilité pour l'agriculture. Pendant la période de grande famine, pendant la période de grande sécheresse, quand les bovins mouraient dans le nord en proportion importante, une proportion de ces bovins ont reflué vers le sud, et comme ils n'avaient rien à leur donner à manger, leurs propriétaires, les Haoussa et les Touaregs, ont cherché à s'en débarrasser à un certain moment donné. Ils ont été obligés de les vendre à vil prix. Durant les périodes de grande sécheresse, certains animaux ont été vendus l'équivalent de 2 ou 3 euros, car les nomades, complètement démunis, n'avaient plus de moyens pour survivre. L'alphabétisation apparaît évidemment comme le meilleur remède pour lutter contre la corruption. Mais l'apprentissage du métier d'agriculteur est là plus qu'ailleurs vraiment indispensable. Quittons la zone sahélienne pour nous rendre au Burkina Faso, dans la bande soudano-sahélienne. Plus riche et plus arrosée, cette région vit presque uniquement de l'agriculture. Dans les différents offices régionaux de développement, les cadres voltaïques travaillent de concert avec les coopérants techniques pour vulgariser les thèmes essentiels à une nécessaire révolution agraire. Les méthodes traditionnelles constituent véritablement un frein au développement agricole, pourtant indispensable, puisque d'après les travaux de la Commission économique pour l'Afrique, la population augmente plus vite que la production alimentaire. Face à une telle situation, tout un programme de mise en valeur des terres doit être réalisé rapidement. Bien des sols et des bas-fonds pourraient être mieux cultivés, mais dans la brousse la plus reculée, chacun a compris que les fonctionnaires gagnent beaucoup plus que le paysan. Face à cette situation, les responsables africains essaient de mobiliser les jeunes pour le développement rural du pays. Première étape indispensable pour un décollage économique. Ailleurs,
Une bonne utilisation des disponibilités en eau pourrait permettre à la zone tropicale de pallier en partie les nombreux aléas climatiques. Le potentiel d'irrigation des fleuves dans cette zone du Sahel, de l'ordre d'1 million d'hectares, pourrait laisser penser que la construction de grands barrages résoudrait beaucoup de problèmes. En fait, la réalité du sous-développement empêche de généraliser des travaux beaucoup trop coûteux pour l'Afrique, tels ces immenses aménagements dans la vallée du Kou, en Haute-Volta. Comme le disait le professeur René Dumont, grand expert en agronomie tropicale, les bases essentielles d'une révolution agricole sont l'apport de fumures organiques, la réalisation de dispositifs anti-érosifs, l'utilisation de variétés précoces et l'association de l'agriculture et de l'élevage. En appliquant ces 4 principes de base, de nouvelles possibilités économiques s'offrent aux paysans dans les villages. Au Burkina Faso, dans la zone de Bazoulé, Moussa est devenu un paysan de pointe. Utilisant la traction bovine pour le labourage, il emploie maintenant la fumure organique pour l'amélioration de ses terres. Durant la saison des pluies, il cultive le mil et le sorgho, après quoi, il consacre son temps aux cultures maraîchères. Le maraîchage, en exigeant des techniques et des moyens, contribue utilement à accélérer la mise en valeur des terres, jusqu'ici freinées par les dures conditions climatiques. Certaines terres sont rééquilibrées par labourage et par apport de fumure organique, mais l'acquisition d'une paire de bœufs reste impossible pour bon nombre de paysans. Prises en saison des pluies, ces images ne laissent pas deviner l'austérité de la zone tropicale. Sans pluie pendant 9 mois, est caractérisée par une perte par évaporation de 80 à 90% de son humidité. La technique d'irrigation demande une bonne préparation du terrain. Il demande aussi en particulier un bon nivellement. Partout en Afrique, les enfants accomplissent une part importante des travaux agricoles, car l'archaïsme des méthodes exige en compensation un maximum de bras. Quand la terre a été bien ameublée à la houe, le contrôle des écarts de niveau se fait en utilisant cet appareil très simple. 2 poteaux et un tuyau plastique rempli d'eau suffisent. Le principe des vases communicants met en évidence les parties à niveler. La formation des paysans est encore nettement insuffisante. Pour assurer la relève des coopérants européens, l'école rurale devrait former surtout des paysans. C'est, je crois, René Dumont, ce que vous affirmez depuis longtemps. Oui, c'est une thèse que j'ai déjà développée, mais qui jusqu'à présent n'a pas reçu d'application. L'école a une orientation, d'abord pour servilement copié sur l'Europe, et une orientation remarquée sur la promotion individuelle.
Grâce à l'école, le fils de paysan espère ne plus être paysan. Donc l'école n'est pas jusqu'à présent destinée à former des paysans, mais j'allais plutôt dire à former des non-paysans. Pourquoi? Parce qu'il y a entre le niveau de vie du fonctionnaire, des gens des villes d'une part, et des paysans de l'autre, un écart excessif, et que, en restant paysan, le jeune fils de paysan sait qu'il n'a aucun espoir de promotion sociale très nette. En cultivant mieux, il améliorera son sort de 10, 15 ou 20%. En passant fonctionnaire, il va multiplier son niveau de vie par 15 ou par 20. Il n'y a donc aucune commune mesure entre les deux. Alors il faudrait que on commence par réduire l'écart de niveau de vie entre la ville et la campagne pour rendre la ville moins attrayante. Tant qu'on n'aura pas fait ça, aucune réforme de l'enseignement n'aboutira à un résultat efficace. Il faudrait favoriser la promotion des agriculteurs et leur permettre d'avoir une vie plus agréable en milieu rural. La politique du creusement de puits devrait s'intensifier afin de pouvoir pratiquer l'irrigation, technique indispensable pour les cultures maraîchères. L'Afrique subsaharienne doit mettre en œuvre une véritable révolution agricole, avec les moyens adaptés aux conditions climatiques qui, bien évidemment, sont beaucoup plus difficiles que dans les zones tempérées. À Kokologo, en zone soudano-sahélienne, nous avons entrevu les véritables possibilités de développement de l'Afrique de l'Ouest. À côté des calebassiers, des manguiers, poussent ces figuiers méditerranéens et même leurs raisins immuris. Ces prises de vue réalisées pendant les saisons des pluies permettent de penser que le développement agricole des pays du Sahel est encore possible. Pourtant, ces roses, véritables symboles d'espoir dans cette zone soudano-sahélienne, ne peuvent pas atténuer l'angoisse des populations du Nord qui attendent chaque jour l'arrivée des vivres. L'aide alimentaire apportée aux pays du Sahel a préservé des milliers de vies humaines, bien que la solidarité internationale se soit manifestée un peu tardivement. René Dumont. Quand la famine a été reconnue à la fin de 1972 et surtout au début de 1973, les pays riches ont fait un certain effort. Voici les sacs de grains qui arrivent. Le volume global de l'aide a été insuffisant. Nous avons donné à l'ensemble des pays du Sahel 600 000 tonnes de grains. En réalité, pour éviter les malnutritions et les disettes et les morts de faim, il aurait fallu donner 400 000 tonnes de plus. Il aurait fallu donner en tout 1 million de tonnes. Mais on n'a pas trouvé ces 400 000 tonnes supplémentaires, alors que la même année, on a donné 400 millions de tonnes de grains dans les pays riches à notre bétail. Il a manqué au Sahel 1 millième de ce qu'on a gaspillé en donnant à notre bétail. Il n'a même pas été nécessaire qu'on se prive de 1 millième de notre ration de viande, il aurait suffi qu'on en jette un peu moins, puisque à environ 10% de nos disponibilités en viande et en charcuterie sont gaspillées et se retrouvent dans les poubelles.
l'acheminement des vivres vers les régions éloignées des ports est toujours resté problématique à cause du manque de moyens et d'un réseau routier jadis conçu uniquement en fonction des cultures commerciales. Ces sédentaires mauritaniens sont les figurants d'une situation paradoxale. Là, pendant plusieurs mois, les secours ne vinrent pas régulièrement, faute de moyens de transport, alors qu'à 200 kilomètres de là, circulent en plein désert, 3 fois par jour, des milliers de tonnes de minerais de fer acheminées vers le port de Nouadhibou. Le dérèglement climatique et l'avancée du désert vers le sud font que périodiquement, ces populations du nord du Sahel ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Malheureusement, les gouvernements du Sahel, trop pauvres financièrement, ne peuvent pas suffisamment venir en aide à ces populations en détresse. Alors, la situation devient très compliquée. Ces Touaregs, complètement démunis, ne peuvent pas participer à la vie économique du pays. La situation s'est dégradée. En 2003, des islamistes étrangers s'implantent dans le nord du Sahel. En 2007, les Touaregs du Niger et du Mali organisent une rébellion armée qui durera plus de 2 ans. Ils revendiquent une meilleure répartition des richesses locales. Ces Touaregs savent que de toute façon, ils ne peuvent devenir plus pauvres. Certains Touaregs soutiennent alors le mouvement islamiste. À partir de 2013, ces territoires placés en zone rouge sont fortement déconseillés aux journalistes. Et aujourd'hui, il n'est plus possible aux voyageurs de vivre avec ces populations nomades et de réaliser de telles images. Beaucoup de préalables sociaux et économiques sont nécessaires pour un changement de situation. Souvent, les matières premières vendues à l'Occident sont payées à des prix très bas, tandis que l'inflation, propre à nos pays, augmente considérablement le prix des matériels nécessaires pour moderniser l'agriculture, pour développer la pêche maritime et fluviale. Le développement de l'artisanat et de petites industries pourrait procurer un peu d'emploi dans le milieu rural. Mais d'Agadez à Dakar et ici à Ayoro au Niger,
les moyens techniques et financiers manquent véritablement. En ce qui concerne le Burkina Faso, la partie sud, située dans la zone soudano-sahélienne, est davantage arrosée et bénéficie donc d'un climat moins hostile. À 50 km à l'ouest de Ouagadougou, le chef de village de Bazoulé nous accueillit et Kotiga nous expliqua que cette zone était jumelée avec la région de Montargis. Nous travaillons avec la vallée de Bazoulé depuis à peu près 3 ans. Nous avons commencé par envoyer une première fois des charrues. Sur la vallée de Bazoulé, une opération de développement consistait à développer la culture attelée sur toute la zone. Et nous préparons un prochain envoi. Nous avons aussi envoyé du matériel de forge au centre des artisans de Bazoulé. Des forges portatives, des étaux, une cisaille, puis prochainement une perceuse. La deuxième opération venait s'intégrer dans le démarrage du maraîchage. L'argent qu'on a pu envoyer a pu servir à subventionner des puits et des moyens d'exorde de l'eau. Et enfin, la dernière grosse opération qu'on essaie de mener à bien, c'est la construction d'une pépinière qui doit servir à lancer le reboisement par les paysans eux-mêmes sur la zone de Bazoulé. Les actions que vous menez sont évidemment intéressantes. Et les délégations qui viennent travailler bénévolement au Burkina Faso constituent un bon exemple de coopération désintéressée. Derrière le travail de ces paysans voltaïques se cache toute l'ambiguïté des termes de l'échange. D'un côté, les produits agricoles qui sont payés à bas prix aux paysans africains, et de l'autre côté, un produit transformé, le ciment, sans cesse soumis à l'augmentation du prix. Tous ces problèmes, leur solution se situe à un autre échelon, au niveau de nos gouvernements, au niveau international. Alors, nous, à notre mesure, on essaie de faire un travail au ras du sol. C'est qu'à travers d'un travail concret, une prise en charge, une participation au développement d'une petite région, on rencontre les vrais problèmes du sous-développement. Les Burkinabés sont courageux et travailleurs. Mais partout dans les pays du Sahel, les moyens techniques et financiers manquent véritablement. Le manque d'eau courante et d'électricité est un handicap de développement qui ne devrait plus exister dans notre monde du XXIe siècle. Ce courageux forgeron burkinabé mettra 2 heures pour réaliser manuellement cette pièce de charrue avec comme seuls outils un burin et un marteau. Alors qu'en Europe, une machine moderne, à commande numérique,
et découpe laser mettra 100 fois moins de temps pour réaliser cette même pièce. Voilà bien l'exemple frappant du monde d'aujourd'hui qui évolue à 2 vitesses. Le sous-équipement est dramatique en Afrique sahélienne. Dans le comité de Bazoulé, il y a environ une dizaine de paysans représentant les villages de la vallée de Bazoulé. Ils se réunissent en principe tous les mois et il y a là une amorce d'organisation paysanne. Or, nous essaierons d'axer nos efforts pour encourager ce genre de travail. Et ainsi, nous pensons développer un jumelage triangulaire avec une autre région et faciliter des échanges entre les paysans de la zone de Bazoulé et les paysans de cette autre zone. L'expérience Ujamaa a montré que les pays pauvres ne pouvaient pas atteindre le stade du décollage économique sans l'aide des pays développés. La nécessaire révolution agricole en Afrique doit être réalisée par des moniteurs agricoles africains avec l'aide de coopérants étrangers. Elle doit être basée avant tout sur l'association de l'agriculture et de l'élevage. À Montargis, le comité de jumelage et de coopération avait décidé d'aider techniquement et financièrement le village de Bazoulé au Burkina Faso. Ici, il s'affaire à collecter d'autres charrues pour préparer un 3e envoi. Depuis 2015, ces actions d'aide au développement de l'Afrique ne sont plus possibles en direct dans les pays du Sahel, car le djihadisme et l'islamisme radical rendent dangereuses les actions humanitaires dans les villages mal protégés contre le terrorisme. De l'avis de tous, les choses évoluent lentement en Afrique. Depuis 1960, l'Afrique a été le continent qui a le moins bénéficié de la croissance de l'économie mondiale. Mais il n'est peut-être pas vain d'espérer qu'un jour, ces peuples se prendront véritablement en main. Les défis de l'Afrique sont immenses. Il faudrait creuser davantage de puits par forage mécanique pour avoir de l'eau courante à proximité dans les villages. Construire des centrales électriques pour fournir l'électricité et alimenter les moteurs des machines. Généraliser l'école primaire à 90% des enfants pour faciliter leur avenir et lutter contre la corruption. Et multiplier le nombre d'écoles d'agriculture pour améliorer les rendements agricoles. La croissance de la population d'environ 2,7% par an, soit 6 ou 7 enfants par femme, est bien supérieure à la production agricole, ce qui constitue un handicap important pour le développement des pays du Sahel. D'ici 2050, les 30 ans à venir seront vraiment décisifs pour les habitants des pays subsahariens. Malheureusement, depuis 10 ans, les pays du Sahel sont confrontés au djihadisme radical, qui anéantit douloureusement les espoirs de développement économique et humain.
Aujourd'hui, dans ce Sahel, 20 millions de personnes souffrent de la faim, c'est-à-dire 20% de la population. Et 5 millions de personnes sont en situation de dépendance alimentaire périodique. Selon une recommandation de l'ONU, les pays développés devraient consacrer 0,7% de leur produit intérieur brut pour l'aide aux pays pauvres, comme ils s'étaient engagés à le faire dans les années 1960. Pour cela, il faudrait que la France augmente son aide publique au développement, car elle n'est aujourd'hui que de 0,5%. D'ailleurs, seuls quelques pays d'Europe du Nord réalisent cette recommandation de l'ONU. Par ailleurs, les particuliers qui le peuvent sont invités à verser 1% de leurs revenus pour les pays en espoir de développement. C'est sans doute la meilleure manière de limiter l'immigration et de permettre le développement des pays pauvres. En 2020, il faut prendre conscience qu'il ne sert à rien d'aller sur la Lune ou sur Mars si on ne sait pas vaincre la misère sur la Terre. Le grand pas pour l'humanité serait de permettre à ces populations africaines de vivre avec un minimum de dignité. En 2020, il faut souhaiter que les dirigeants africains réussissent à arrêter les massacres des populations par les djihadistes, à supprimer les menaces qui entraînent les fermetures des écoles, à faire comprendre aux islamistes que la solution n'est pas la guerre, mais plutôt l'unité des pays, pour assurer à chaque Africain la paix et l'amélioration des conditions de vie de tous. Les dirigeants du groupe G5 Sahel devraient faire comprendre aux djihadistes que le terrorisme au nom de l'islam radical n'est pas la bonne solution pour assurer le développement de cette région du Sahel. D'autre part, les chefs d'État européens et le président de l'organisation Union africaine devraient aider les gouvernements des pays du Sahel à lutter contre le terrorisme au nom de l'islam. Depuis le début de la première décennie de développement, c'est-à-dire depuis 1960, le quart de la population africaine n'a tiré aucun profit de la croissance de l'économie mondiale. Chaque année davantage, le fossé se creuse entre le développement des pays industrialisés et les besoins réels des nations sous-développées. En arrivant dans ce Sahel, nous pensions découvrir l'Afrique sous son aspect exotique. Mais la réalité a été bien différente. Vivant avec les Africains, dans 5 pays du Sahel, d'Agadez à Dakar, nous avons découvert l'homme, avec ses problèmes de la vie de tous les jours. Alors, notre vision a bien changé, et nous avons tenté de vous faire partager nos inquiétudes et un peu nos espoirs.
وأقي قلمي طغشت